Bienvenue à toutes et à tous dans De Case en Case, le podcast manga animation japonaise, mais pas que. Troisième épisode de ma série des recos manga et anime, avant de passer à une espèce de saison 2 sur De Case en Case. Oui, je tease. Et cette semaine, peut-être un de mes thèmes préférés dans la pop culture de manière générale, c'est-à-dire, vous l'avez vu dans le titre, le voyage dans le temps. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème Parce qu'en fait j'ai pas mal d'œuvres qui traitent du voyage dans le temps, mais la plupart s'en servent comme twist scénaristique ou twist narratif. Donc j'ai pas choisi des œuvres qui s'en servent comme twist pour pas spoiler, mais la plupart le font. Là j'ai choisi des œuvres qui s'en servent comme support à l'histoire. Il y en a trois. Il y a un shonen, un seinen et l'autre c'est un seinen slash visual novel. Enfin vous verrez dans la liste. En tout cas ce sont trois pour moi must read ou must watch. Notamment un qui doit je pense être vu par tout le monde. Le premier par lequel je vais commencer. Alors c'est assez compliqué de parler du voyage dans le temps parce qu'il y a beaucoup d'influence en fait par rapport à ça. Moi je m'en suis rendu compte en écrivant cet épisode. Mon influence principale moi ça va être Retour vers le futur, donc le principe de conséquences et d'actes. Mais il y a aussi L'effet papillon, qui a été pour moi un énorme film par rapport au... Alors c'est pas vraiment le voyage dans le temps, mais ça compte quand même. Sachant que pour du coup les trois œuvres que j'ai choisies, le voyage dans le temps n'est pas au sens propre du terme un voyage dans le temps. J'ai choisi trois œuvres qui se servent de ce terme pour mettre en place un récit. Par exemple, le premier, ils ne voyagent pas techniquement dans le temps, ils arrivent à faire voyager quelque chose dans le temps. Ensuite, le deuxième, ils ne voyagent pas spécialement dans le temps car il y a une liaison avec le temps présent. Et le dernier, c'est un voyage dans le temps hypothétique dans un monde qui existe peut-être ou non. C'est plutôt ça en fait. C'est assez compliqué de traiter du voyage dans le temps là-dedans. J'aurais pu parler du bateau de Thésée encore une fois, mais je ne le ferai pas parce que le voyage dans le temps du bateau de Thésée finalement sert à rien dans l'histoire. C'est juste un prétexte pour le scénario. Par contre, les trois œuvres que j'ai sélectionnées aujourd'hui, le voyage dans le temps est central et implique énormément, que ce soit des conséquences ou des réflexions par rapport à celui-ci. Et on va tout de suite commencer avec la première œuvre. Alors la première œuvre que j'ai choisie, c'est personnellement mon animé préféré. Je l'ai recommandé à énormément de personnes et pour moi c'est un animé à voir absolument. C'est en 26 épisodes, il y a aussi un film et une espèce de suite slash spin-off, mais qui est très bien d'ailleurs même, qui est tout aussi excellente que l'anime de base. Mais en tout cas l'anime en lui-même ne fait que 26 épisodes en une saison. Et c'est bien évidemment Steins Gate. Comment ne pas parler de Steins Gate quand on parle de voyage dans le temps? Pour moi... à l'heure actuelle, je pense, le meilleur récit qui traite du voyage dans le temps que j'ai vu slash lu de toute ma vie. C'est juste, la théorie se tient. Alors, concrètement, la théorie de Steins Gate part du principe qu'il y a une infinité d'univers qui coexistent en même temps et qu'en fait, il y a une possibilité, donc, grâce à ce qu'ils vont trouver, de passer d'une ligne d'univers à l'autre, donc en changeant plus ou moins de timeline, concrètement c'est ça, mais sans jamais interférer sur la timeline où on était. En fait, en faisant une action qui va théoriquement, pour des films par exemple Retour vers le futur, changer le temps, là ça va pas changer le temps, l'action va juste te faire passer dans une autre ligne d'univers où tu auras déjà produit l'action, etc. Bref, ça entraîne pas mal de conséquences, et toute l'histoire tourne autour de ça, de trouver le Steins Gate, donc qui serait une ligne centrale où tout irait bien, où il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de famine, où tous les mots seraient inexistants en fait tout simplement. Et donc on va suivre un groupe de personnes qui va essayer de chercher ce fameux Steins Gate. Alors en résumé, moi j'ai trouvé un petit résumé sur internet qui est très bien, franchement, je vais vous le lire. Donc c'est Rintaro Okabe, un étudiant à l'imagination débridée, savant fou autoproclamé. Il passe ses journées avec deux de ses amis, donc Mayuri et Daru, à inventer des objets farfelus dans son laboratoire des gadgets futuristes. Lorsqu'il branche un téléphone portable sur un micro-ondes, il découvre avec stupeur qu'ils ont la possibilité d'envoyer des messages dans le passé. Ce grand pouvoir implique une responsabilité colossale, mais qui peut prédire ce qu'en feront ces trois otaku? Incroyable. Franchement, qui aurait cru qu'un simple... alors eux c'est des emails parce que c'est japonais, mais qu'un simple email envoyé dans le passé pourrait avoir autant de conséquences pour le monde et pour leur vie à eux, et surtout comment démêler tout ça.
Pour moi, le gros point fort de Steins Gate, ce sont ses personnages. C'est un anime qui se passe à Akihabara, un quartier du Japon, et toute l'action se passe quasiment uniquement dans l'appartement, dans le laboratoire des gadgets futuristes. Il y a quelques petites scènes en extérieur, mais c'est super rare. Et peut-être 75% de l'anime se passe en huis clos dans l'appartement. Et déjà rien que pour ça, pour réussir à faire un anime qui est aussi bien noté, apprécié par les gens, qui marche aussi bien, qui est aussi bien écrit, en étant seulement un huis clos pendant 25 épisodes, sans jamais, enfin moi personnellement je me suis jamais ennuyé en le regardant, et pourtant je l'ai regardé, enfin la première fois que je l'ai regardé, j'avais une petite appréhension. Et je trouve ça très fort, mais ça c'est dû notamment au cast de personnages. Enfin, Rintaro, qui se fait surnommer Oowin Kyoma, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est de lui que vient le fameux Elpsai Kongru. Il est complètement barré, mais en fait c'est ultra... Je vais pas dire qu'il est complexe comme personnage, parce que j'aime pas ce terme par rapport aux animes, aux mangas, de dire oui, alors le personnage là il est barré, mais c'est pour cacher une blessure interne, là il est super complexe. Non, alors ça n'existe pas. L'humain est complexe de base, tout le monde est complexe. Là c'est juste que je trouve ce personnage ultra réaliste dans sa façon d'être, parce que justement il va surjouer le scientifique fou un petit peu tout le temps pour éviter de prendre ses responsabilités face à pas mal de choses, et notamment face à un personnage qui s'appelle Kurisu, qui va rencontrer au premier épisode, qui va ensuite rejoindre le labo. Et ce personnage, bon, ils vont plus ou moins s'apprécier, mais c'est un peu chien et chat. Mais pour éviter de trop montrer qu'il l'apprécie, il va vraiment se cacher derrière cette espèce de facette de scientifique fou. Et franchement, la relation entre tous les personnages est magnifique, magique. Franchement, c'est un anime qui m'aura fait passer par toutes les émotions. La joie, la colère, la tristesse, le déni, la nostalgie, ce que vous voulez. Pour moi, il faut le regarder. Le plus compliqué quand on parle de Steins Gate, c'est de réussir à donner envie aux gens de regarder Steins Gate sans spoiler. Comme toute l'histoire se base sur du voyage dans le temps, c'est assez compliqué de dire ok, il faut que tu regardes pour tel pour, parce que ça c'est super bien, sans spoiler un événement marquant de l'anime ou plusieurs événements marquants, parce qu'il y en a plusieurs. C'est très compliqué. Sachez juste que les relations entre les personnages sont excessivement bien écrites, que l'histoire va techniquement vous prendre aux tripes, que l'anime est séparé en deux grosses parties pour moi. Il y a une grosse partie de mise en exposition de tout ce qui va se passer, de toutes les conséquences qu'il va pouvoir y avoir par rapport à leur voyage dans le temps, enfin techniquement leur voyage dans le temps. Et ensuite la deuxième partie, c'est comment démêler tout ça, et vous vous rendrez compte que c'est là qu'on se rend compte du génie de l'auteur, enfin de l'équipe qui a créé Steins Gate. C'est qu'en fait... vous pouvez regarder Steins Gate plusieurs fois, vous allez toujours voir des nouveaux éléments qui vous font penser à certaines choses. Enfin, beaucoup de choses sont cachées dès le début de l'anime. Ça peut paraître un petit peu... on peut être perdu un peu au début, mais très rapidement on va être dedans, et je vous jure que la relation entre les personnages vous mettra vraiment à fond dans l'histoire. Alors sachant qu'à la base c'est un visual novel d'un studio qui s'appelle 5PB, qui a été décliné en plusieurs jeux vidéo. Puis ensuite, l'animé a été produit en 2011 par White Fox, et finalement, on a eu un manga, je crois, en 2015 ou 2016, avec au dessin Ayomi Sarachi, qui reprend du coup l'histoire du jeu, en assez accéléré, parce que l'histoire du jeu est assez longue, il y a beaucoup de choses différentes. Le manga est cool, mais honnêtement, pour vraiment kiffer l'univers, je vous conseille l'anime, parce qu'il est plus lent, il prend plus le temps de poser beaucoup de bases. Toutes les pauses qu'il peut y avoir dans l'anime, en fait, par exemple, quand deux personnes se regardent et vont s'avouer des sentiments ou ce genre de choses, il y a des pauses, il y a des blancs en fait dans l'anime qui prennent le temps avec la musique, etc., pour vraiment faire sentir les émotions, ce qu'il n'y a pas dans le manga. C'est seulement une petite case dans une petite planche qui ensuite passerait à la scène d'après. Donc non, moi je conseille vraiment de regarder l'anime. Alors c'est sur Amazon Prime actuellement, c'était sur Netflix fut un temps, ça y reviendra peut-être. Sinon vous pouvez trouver le coffret DVD édition Gold pour 9€ sur Anime Store ou n'importe quel site de revente. Et franchement ça vaut le coup de les avoir chez soi. Deuxième recommandation sur le voyage dans le temps, j'ai nommé le bien-aimé, le sous-côté, que dis-je, le non connu, Psyren. Un énorme manga qui a, à mon sens, influencé toute la vague de manga post-année 2005 au Japon. Malheureusement, le manga au Japon a eu un succès de fou, et en France, il n'a pas du tout trouvé son public. Je pense que la narration y est pour beaucoup.
mais je conseille à tout le monde d'aller lire Psy-Ren, c'est chez Kana, c'est en 16 tomes, c'est écrit par Toshiaki Iwashiro, et ça raconte l'histoire de Agea, un étudiant un petit peu débrouillard, un petit peu qui casse la tête à des voyous dans la rue, quoi, qui un jour va trouver une carte de téléphone par terre rouge avec marqué Psy-Ren dessus, je crois, et il va l'insérer dans une cabine téléphonique et recevoir un appel super étrange d'une personne qui va lui demander de rejoindre un certain monde. Et il va le faire, et il se trouve que dans ce monde, toutes les personnes qui rentrent dedans possèdent des pouvoirs psychiques, donc télékinésie, il y a beaucoup de pouvoirs différents. Je vais pas vous en dire plus sur les pouvoirs pour pas trop vous spoiler ce qui se passe dans le manga, et il se trouve qu'en fait, une de ses amies d'enfance va souvent dans ce fameux monde alternatif, parce qu'en fait, il faut remplir des missions, je sais pas si on peut dire comme ça, et au bout d'un certain nombre de missions, vous avez un certain nombre de points, et donc vous pouvez rester dans votre monde à vous, mais si vous échouez, en fait vous êtes téléporté dans le monde sans votre permission, et il faut réussir à faire un certain nombre de missions, enfin de prérequis, pour que la carte se détruise et que vous restiez dans votre monde et vous puissiez vivre votre vie tranquille. Alors, pourquoi faut lire Psy-Ren ? On parle souvent du Tokno-jutsu de Naruto pour dédramatiser des situations, et je trouve que Psy-Ren est très très fort dans la façon que l'auteur a de faire monter la sauce pour une situation, à un point où on se dit ok, c'est un shonen, ça va se castagner, et il trouve toujours un espèce de subterfuge pour que ça n'arrive pas. Alors il y a des gros moments de castagne, moi j'en note 3 à peu près dans le manga, mais les moments où ça arrive, on les attend tellement qu'on prend notre pied. Il y en a notamment un, j'étais en mode ok, c'est quoi cet enchaînement de planches masterclass, où est-ce qu'on est, allô, on n'a pas fait mieux depuis super longtemps, enfin bref. C'était vraiment vraiment stylé, mais justement parce que l'auteur a réussi à dédramatiser toutes les situations d'avant, et à faire en sorte que les héros n'aient pas souvent à se battre. Ça passe beaucoup par du blabla, par de la mise en contexte, par des personnages secondaires, par l'espèce de jonglage entre les deux époques, les deux mondes. Et franchement, je trouve ça super malin. Alors, vu qu'on est dans un épisode sur le voyage dans le temps, vous vous doutez que l'autre monde est un monde ailleurs dans le temps, ou une autre ligne temporelle. À vous de voir ça en lisant le manga. Alors, avant, après, en parallèle, à vous de. Je ne vais pas vous spoiler quel est ce monde précisément, pourquoi il existe. Ça, c'est un petit peu les ressorts du manga. Mais franchement, c'est une super aventure. Ça se passe sur plusieurs années, ce qui fait que les personnages secondaires vont vieillir pour certains, les personnages principaux aussi. Et je trouve ça super cool d'avoir une espèce d'évolution comme ça des personnages par rapport à plein de problématiques. Et finalement, je trouve que la morale est assez forte. Comme dans les shonen, il y a souvent une petite morale derrière pour les lecteurs qui sont censés être plus jeunes que du seinen. Et là, je trouve que la morale, au final, elle est plutôt bonne. Et pour le coup, moi, j'ai pas été. Enfin, beaucoup de gens n'aiment pas les fins de manga de manière générale. Et je trouve que Psy-Ren arrive à avoir une fin qui est cohérente, qui tient la route et qui nous apporte quand même pas mal de choses. Tout en nous permettant de relire le manga en profitant de nouveaux éléments à l'histoire, vu que ça traite évidemment de voyage dans le temps, vous l'aurez compris. Et juste pour ça, juste parce qu'il a une fin réussie, c'est un très bon point pour moi. Ensuite, parlons un peu des dessins. Bon, les dessins sont assez classiques, ça fait très shonen des années 2000 à 2010. Vous savez, cette grande époque du Shaman King, Reborn, Shield 21... qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Naruto, forcément, One Piece, Bleach, ça fait très shonen des débuts des années 2000. Et franchement, moi, c'est pas pour me déplaire, le dessin est pas spécialement beau, et pas spécialement, c'est très classique pour le Jump de l'époque, mais ça marche divinement bien, et ça fait partie des mangas qui étaient dans le Jump, qui marchaient de fou, et qui s'est arrêté juste parce que l'auteur voulait arrêter. En fait, le Jump voulait qu'il continue, il aurait pu continuer son histoire, il aurait pu tirer en longueur, je pense qu'il aurait pu facile doubler le nombre de volumes et en faire 30, mais on a tous vu ce que ça donnait quand on étirait un manga, hein, coucou Naruto, coucou Bleach, même Shaman King, coucou, c'est jamais bon d'étirer un manga sur longueur, coucou One Piece aussi, donc je trouve ça bien qu'il se soit arrêté. Alors il s'est peut-être arrêté un peu tôt, peut-être que 3-4 tomes en plus, ça aurait été cool pour les fans. Mais franchement, en 16 tomes, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. En plus, c'est chez Kana, c'est les anciens prix, donc c'est 6,90€ je crois. Ils sont encore édités et encore trouvables. Pour le moment, je crois pas qu'ils sont en rupture.
Vu qu'on est 12 en France à les avoir ou à vouloir les lire, bah, je pense qu'ils ont encore beaucoup de stock, Kana, hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à lire Psyren, c'est super cool. Les peu de combats qu'il y a sont super bien chorégraphiés. Et pour le coup, je trouve que le cast de personnages est super bon et ça fait partie des mangas où je trouve que le personnage principal est finalement un des moins bons personnages du manga et que tous les bons personnages sont des persos secondaires, notamment un personnage féminin que je trouve excessivement bien écrit et mis en avant. Et ça, c'est cool pour un manga sur toute cette époque. On le sait, à cette époque, ils mettaient pas trop les personnages féminins en avant, c'était pas trop leur délire, mais là, ils l'ont fait et franchement, c'est super cool. Peut-être que le manga est disponible en médiathèque, n'hésitez pas à aller voir, j'en doute, mais si vous pouvez, si vous aimez Psyren, alors ne vous arrêtez pas au tome 1, je vous préviens, le tome 1 est un énorme tome d'exposition, continuez au moins jusqu'au 2-3 et après logiquement vous serez lancé dans la série et ça devrait plaire. Par contre si vous cherchez un shonen de combat Neketsu très classique avec combat, nouvel ennemi, apprentissage, combat machin, ça ne sert à rien, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas dans Psyren que vous allez la voir, mais justement si vous cherchez un shonen qui est plus intelligent qu'il n'y paraît, notamment sur la notion de Neketsu, je vous conseille très fortement Psyren, et quand je disais qu'il avait influencé beaucoup de mangas de maintenant, c'est qu'en fait je crois que des assistants de Iwachiro Toshiaki sont maintenant mangaka de... Alors je me demande si c'est pas Blue Lock ou Jagan ou ce genre de choses, donc des gros titres de maintenant. Ou Kaiju, je sais plus, je crois que c'est un de ceux-là, soit Blue Lock, soit Kaiju, j'en avais déjà parlé dans un épisode où je reviens sur ces mangas. Et donc pour moi, il a vraiment influencé le manga moderne dans cette façon de prouver que le shonen Neketsu pouvait être autre chose que juste entraînement, combat, boss, entraînement, combat, boss, et qu'il pouvait y avoir un petit peu autre chose, et que les arcs n'étaient pas obligés de se répéter et de se ressembler. La plupart des shonen Neketsu ont des arcs qui se ressemblent énormément, on prend le premier arc, on change les méchants et l'environnement et on a donc les 15 arcs qui vont derrière, c'est le cas d'absolument tous les shonen Neketsu, et ben c'est pas le cas de Psyren. Bref, lisez Psyren, je vous le dirai jamais assez, c'est super cool. Et on passe maintenant au dernier manga traitant du voyage dans le temps, et cette fois c'est le voyage dans le temps entre deux mondes. J'ai bien évidemment, comment ne pas parler de Blue Hole, le trou bleu, pour les plus vieux d'entre vous, qui date de... Alors au Japon c'est 91, mais en France je me demande si c'est pas 92 ou 93, c'est écrit par Yokinobu Oshino, qui est un petit peu un des maîtres de la science-fiction SF, du délire un petit peu jurassique parkien. Très rapidement un résumé. Un poisson préhistorique, le sélacanthe, dont la disparition est estimée à 65 millions d'années, a récemment été capturé au large des Comores. Ses habitants sont convaincus que ce poisson est sorti du trou bleu, l'équivalent du trou noir pour le monde spatial. Une expédition scientifique s'empare alors de l'affaire. Certains chercheurs sont en effet persuadés que le trou bleu est un tunnel qu'il suffit de traverser pour se retrouver en plein air secondaire. Sitôt dit, sitôt fait, et l'expédition doit rapidement apprendre à survivre au milieu des animaux préhistoriques et faire face aux luttes internes pour le pouvoir qui sévissent dans le groupe. Alors là, je viens de vous lire le résumé internet que j'ai trouvé, qui est pas trop mal. Alors avec mes mots, en gros, des pêcheurs au large des Comores vont retrouver un sélacanthe et vont se rendre compte qu'il vient d'un énorme trou dans l'océan. L'héroïne va voir son père ou son grand-père, je sais plus, se faire happer par un autre monstre marin et tirer dans ce trou, et elle va donc avec les scientifiques vouloir aller dedans pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et il se trouve que l'autre côté c'est l'ère secondaire, donc en fait c'est je sais plus, je crois qu'ils sont jurassiques dans Blue Hole au début, mais ça reste à confirmer. Et ils vont donc changer d'époque assez régulièrement. Pour le coup, je crois qu'ils commencent au Jurassique, ensuite ils vont aller au Crétacé et ils vont remonter un petit peu dans le temps. Enfin, ils vont se rendre compte qu'il y a peut-être plusieurs trous bleus qui font que toutes les époques sont plus ou moins mixées. Et donc le manga, pourquoi pour moi il faut le lire, c'est qu'en fait c'est un manga qui pour l'époque est ultra intelligent dans son propos, c'est-à-dire que le propos principal du manga c'est l'écologie, c'est ce qui va en ressortir. Parce qu'en fait à cette époque-là, l'humain n'existant pas, le monde étant beau, propre, pur, tout ce que vous voulez, et en fait les scientifiques qui vont découvrir ce trou bleu vont vouloir expédier les déchets et la pollution de notre époque à cette époque,
donc pour un petit peu purger notre terre actuelle, mais ça va engendrer beaucoup de problèmes d'éthique, parce que si jamais ils détruisent l'époque des dinosaures, qu'est-ce qui dit que la nôtre ne sera pas détruite par extension, parce que finalement on découle d'eux. Parce que oui, le trou bleu, Blue Hole, part du principe que l'époque qu'ils vont voir au niveau des dinosaures est la leur, mais dans le passé. C'est une seule ligne temporelle. On n'est pas comme sur Steins Gate où toutes les lignes cohabitent. Là, on est vraiment sur une seule ligne. Toutes les actions qu'ils vont mettre en place au Jurassique, au Crétacé, auront un impact possible sur leur monde. Moi, j'ai adoré ce manga qui est édité chez... alors actuellement, c'est chez Pika Graphics, c'est les grosses éditions à 20€ là, en format agrandi, que je trouve d'ailleurs excessivement propre. Je l'ai pas lu à l'époque, forcément je suis trop jeune, hein. Je passe un petit coucou en même temps à Max qui se reconnaîtra quand je parle de vieux. Et moi j'adore les dinosaures, franchement. Le délire scientifique, science-fiction avec des dinosaures, alors c'est un délire, faut aimer ça. Et moi je trouve ça trop bien. On va voir plein de races de dinosaures, on va voir comment ils évoluaient. On va voir aussi comment l'humain peut s'adapter ou non justement à cette époque, parce que où tout est gigantesque, les dinosaures sont très grands, les arbres sont très grands. La végétation est très grande, mais comment est-ce qu'ils vont se nourrir, comment est-ce qu'ils vont survivre? Il y a un énorme aspect survivaliste dans le manga que je trouve super bien amené, que ce soit survivaliste par rapport à notre époque ou survivaliste par rapport aux scientifiques qui sont à l'époque des dinosaures. Et le truc, c'est que quand on parle de survie, il y a forcément les mêmes travers que dans beaucoup d'œuvres, notamment The Walking Dead récemment qui parle de survie. C'est-à-dire qu'on va voir des individualités sortir du groupe de scientifiques et de personnes qui vont être sur place pour avoir des caractères bien spéciaux. Alors il va y avoir un petit peu tous les clichés, hein. La personne qui va vouloir détruire la Terre, détruire les dinosaures, la personne qui va penser qu'à sa tronche, le businessman, le scientifique qui pense avant tout à la nature et à l'étude des dinosaures, etc., etc. Enfin bref, il y a un petit peu tous les clichés du genre, mais malgré tout je trouve que la cohabitation entre tous ces personnages est assez bien amenée, et pour le coup je me suis pas du tout senti lésé dans le récit. Surtout que le récit se tient qu'en 2 gros tomes, et je me suis dit, ils vont quand même devoir aller vite, et pourtant c'est super dense. On sort des 2 gros tomes, on a l'impression d'en avoir lu 5-6, donc c'est assez cool pour ça, mais faut s'attendre à une lecture qui soit assez dense, assez explicative, où le contexte scientifique est assez important et assez central dans l'histoire. Donc si vous aimez pas trop la science et les dinosaures, j'avoue que je peux pas trop vous recommander le manga. Par contre, si vous adorez la science, si vous aimez les dinosaures, si vous adorez la science, si vous aimez les dinosaures, et si vous aimez un petit peu tous ces récits-là, ou la science-fiction de manière générale, je vous conseille très 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 fortement Blue Hole, qui traite de manière très intelligente du voyage dans le temps, bon, un petit peu comme les autres, mais qui apporte sa propre vision du voyage dans le temps comme étant peut-être une solution à des problèmes de notre époque, à des problèmes contemporains, et qui traite encore une fois, quand on parle de SF, des problèmes de l'homme, des vices de l'homme, hein. On va pas y échapper encore une fois, ils vont tous être mis sur la table. C'est comme ça, l'homme détruit tout, l'homme ne peut pas se gérer, l'homme a détruit la Terre, bref, on connaît les récits un petit peu moralisateurs de l'époque, il y a beaucoup de films qui l'ont fait aussi. En tout cas, si tout ça vous freine pas, je vous conseille très 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 fortement Blue Hole. Pour moi, c'est un énorme classique de la SF qu'il faut avoir lu même sans le garder. Et pour le coup, lui, il est trouvable, je pense, en médiathèque. Un petit mot sur le dessin, je trouve que Blue Hole est super bien dessiné, on reconnaît directement les dinosaures. Si vous avez quelques petites connaissances dans ces monstres de l'époque, logiquement vous devriez reconnaître assez facilement pas mal de dinosaures, notamment des races un peu moins connues, que ce soit le Plesiosaurus, que ce soit le Triceratops ou d'autres races carrément moins connues, le Plésiosaure, pardon, c'était ça que je cherchais comme mot. Si vous avez... Alors moi je vous conseille fortement, avant de lire Blue Hole, de regarder la série documentaire de la BBC par Nigel Marvel qui s'appelait Les monstres des fonds des mers. C'est 1h30, c'est super bien, et en fait vous allez ensuite, en lisant Blue Hole, vous allez avoir plein de références et plein de connaissances qui vont étoffer un petit peu votre récit. L'émission est trouvable sur YouTube, elle est assez vieille mais super bien réalisée, et je trouve ça assez intéressant personnellement d'avoir ce genre d'émission qui existe. Donc n'hésitez pas à aller voir cette émission. Cette émission arrive à sa fin, merci à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous connaissez ou si vous avez commencé un de ces mangas grâce à moi, n'hésitez surtout pas à me le dire. Vous pouvez rejoindre le Discord du collectif des podcasteurs à bulles et d'imaginaire où l'ambiance est toujours aussi bonne pour venir discuter avec moi ou d'autres podcasteurs des derniers épisodes. Vous pouvez également me laisser un commentaire sur Apple Podcast, c'est super important, que ce soit pour le référencement ou même pour moi.
des étoiles sur Spotify, etc. Vous connaissez un petit peu la chanson. N'hésitez pas à checker tous les liens qu'il y a dans la description de cet épisode. Il y en a d'autres, il y a mes réseaux sociaux, il y a les autres plateformes d'écoute, il y a le Discord, il y a tous ces endroits où vous mettez des super notes, il y a des petites surprises, il y a un peu de tout dans la description, n'hésitez surtout pas à checker. En tout cas, moi je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Loïc, ciao.